Bonjour Fabrice, merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est une grande chance de t'avoir aujourd'hui à la table de cette masterclass pour parler de ton œuvre, tellement atypique, je dirais, dans l'histoire du cinéma belge en général et encore plus du cinéma francophone. Alors, je voudrais commencer par rester en tout cas dans le schéma général du colloque qui est organisé, qui est Corps au cinéma dans la filmographie des Frères Dardenne. Et je voulais me débarrasser un peu rapidement de la question de ton rapport finalement avec ce qui représente finalement le cinéma francophone belge, en tout cas un des piliers du cinéma francophone belge à l'étranger, qui est le cinéma des Frères Dardenne, très différent du tien, et en même temps je trouve que par certains aspects on peut s'y rapprocher. Quel est le lien que tu établis toi entre la création des Frères Dardenne et ta propre création? Déjà, moi j'ai beaucoup de respect, vraiment et très sincèrement, pour le travail des Frères Dardenne, mais si je dois avoir un modèle, en tout cas dans le cinéma belge, ce serait plutôt André Delvaux. André Delvaux est un réalisateur qui était le père du cinéma belge avant les Frères Dardenne, et qui a œuvré dans un réalisme fantastique, on va dire, dans un réalisme magique qui m'est personnellement plus immédiatement, en tout cas, j'ai vu une connexion très vite avec le cinéma de Delvaux, qui peut parfois verser dans des penchants parfois un peu trop cérébraux, etc., et qui a un petit peu vieilli, parce que je connais bien son cinéma et j'ai revu 2-3 films, et je pense qu'il y a quelque chose qui a un peu vieilli. Le cinéma des Frères Dardenne, en tout cas leur premier film, leur premier grand film, on va dire, est toujours d'une modernité absolument implacable. Donc si je devais me situer, et de toute façon les Frères Dardenne ont réinventé vraiment mondialement la mise en scène, en tout cas une certaine viscéralité, un certain rapport au corps, mais personnellement j'ai toujours été beaucoup plus sensible à l'étrangeté inquiétante, à l'inquiétante étrangeté du cinéma de Delvaux, comme celle de Franjou, comme celle de Melville, comme celle de Cocteau, etc. Il y a une interaction à faire, parce qu'on divise malheureusement l'histoire du cinéma belge, le cinéma francophone et le cinéma flamand. Et quand tu parles justement de cette étrangeté, inquiétante étrangeté, je trouve que Harry Kumel, par exemple, oui, comme Sven Kim Stevens, il arrive à impulser, à donner dans une réalité purement belge. Je trouve que c'est ça qui est très très intéressant, notamment dans Daughter of Darkness aussi, le fait d'avoir cette distanciation entre la réalité belge et finalement l'impact fantastique d'un film comme les siens. Ce qui est intéressant justement dans le rapport avec le cinéma des Frères Dardenne, outre l'aspect social, c'est la monstration du corps. Toi, tu n'hésites pas du tout, et je pense que dans les interviews, tu le précises bien, à montrer la souffrance et les violences sur le corps. Comment un film comme Calvaire, la genèse du film Calvaire par exemple, quel est ton but premier en réalisant ce type de film? Mon but en faisant Calvaire, c'est comme tout cinéaste qui veut absolument faire son premier film, donc c'est un cri au monde, c'est un cri à l'existence. Dans mon cas, comme beaucoup, je pense que c'est vraiment existentiel, c'est faire son premier film, c'est dire voilà, moi aussi je veux exister, je veux faire des films. Moi j'ai un rapport pathologique au cinéma, donc c'était presque une question presque de vie ou de mort. Il fallait que je fasse ce film, il fallait que je fasse mon premier film. Alors c'est sûr qu'il a fallu beaucoup de temps. Le cinéma de genre connaît aujourd'hui un vrai regain. C'est très tendance aujourd'hui, le cinéma de genre, il suffit de le voir partout, notamment en France. Les magazines, des jeunes femmes font du cinéma de genre qui rencontrent un public. On fait des rape and revenge maintenant, qui cartonnent, qui sont même un peu bourrins, un peu basiques, mais qui fonctionnent. Et il y a la presse qui accompagne ces films. Ces films vont à Sundance, vont à Cannes de plus en plus, et il y a un vrai public. Pour ma part, quand j'ai fait Calvaire, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Le cinéma de genre n'existait pas en Europe, ou très très peu, il était très marginalisé. Avant moi, il y avait eu les essais des French Frayeurs, qui étaient une catastrophe. Et un an avant, il y a Alexandre Aja qui a fait Haute Tension. Encore une fois, j'ai beaucoup d'amitié pour Alexandre, mais je n'ai absolument aucune affinité artistique avec son travail.
Ça veut dire que j'aime pas, mais c'est juste que je me sens absolument pas affilié, si ce n'est qu'on nous met dans la poubelle ou dans, ou dans le truc. Ce sont des cinéastes de genre, mais moi je suis un cinéaste tout court. Je sais pas ce que ça veut dire de genre, de pas genre, je sais pas ce que ça veut dire tout ça. Mais donc je me perds un peu par rapport à ta question. Mais ce que je veux dire, c'est que le contexte à l'époque n'était pas du tout le même qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il m'a fallu 5 ans pour financer ce film. C'est sûr que le film a énormément changé en 5 ans. Entre-temps, moi j'ai grandi, je viens vraiment de la culture bis et de la culture Z. Donc j'ai grandi, je suis un enfant de la VHF, j'ai grandi en voyant énormément de films d'horreur, même des films idiots. Et adolescent, un peu plus jeune adulte, j'ai découvert des cinéastes majeurs qui ont vraiment changé ma vie. Donc effectivement, j'ai découvert Bergman, j'ai découvert Buñuel, Tarkovsky, même si à l'époque, Tarkovsky, j'y comprenais pas grand-chose et on m'ennuyait, donc il a fallu du temps pour que j'arrive à comprendre, à m'investir, en tout cas, ça demande un effort très très puissant. En fait, c'est comme lire Dostoïevski, ça demande quelque chose, ça demande de soi-même, c'est pas quelque chose qui vient à soi. Donc voilà. Ces 5 ans m'ont permis en tout cas d'appréhender les choses et de mettre en perspective certaines choses. Et c'est sûr que j'aurais réalisé Calvaire 5 ans auparavant, j'aurais fait probablement un film beaucoup plus lambda. Et cette conscience-là m'est venue, et donc j'ai essayé d'expérimenter, et puis voilà, j'ai fait ce film-là tel qu'il est aujourd'hui, et j'ai continué en fait à faire des films qui sont hybrides, à la croisée des chemins, où effectivement la présence des corps violentés et de l'ambiguïté est prépondérante. Ce qui est intéressant justement, c'est que tu précises bien. Moi je pense quand même que Aja, toi, Laugier, vous avez ouvert une brèche quand même dans ce cinéma francophone qui était, je sais pas, c'était sclérosé quand même. Il y a eu vraiment avant et après ces années 2000. Même si aujourd'hui on voit que c'est quand même beaucoup plus difficile de produire ce genre de film aussi. Oui, mais les films ne marchaient pas. Les films dans le genre ne marchent pas. On les reçoit nous en tant qu'amateurs ou amoureux du genre, et c'est vrai que. Mais l'idée, la question du genre, comme tu le dis, finalement est un faux problème. Vous faites des films, point à la ligne, je pense qu'il n'y a pas nécessairement, quand on doit défendre nous-mêmes en théorie des films de genre, moi je reviens à analyser des films de genre comme je le ferais pour Bergman, pour Antonioni, et c'est ça qui est intéressant de voir quelqu'un qui fait des films de genre, en tout cas des films d'horreur, peut être aussi un auteur par rapport à ce qu'il fait. C'est l'évidence, mais ça c'est très compliqué parfois à comprendre, notamment dans la critique, parce qu'aujourd'hui, moi je prétends, je ne pense pas me tromper complètement, qu'il n'y a pratiquement plus de critique. La critique, c'est plus une critique qui pense la mise en scène, qui pense les auteurs, qui pense la critique peut être rétrospective sur les œuvres, mais sur le moment, les gens, ça a toujours été un peu le cas, mais il y a très peu de gens en tout cas qui pensent le cinéma. On fait du people, on fait de l'entertainment, on fait de la connerie. Il y a peu de gens qui pensent vraiment le cinéma et qui pensent les œuvres en construction et les parcours en construction. Donc voilà, et puis il y a des choses qui sont récupérées complètement. On voit aujourd'hui, bon, il y a eu la récupération de Cronenberg, il y a eu la récupération d'Argento, il y a eu la récupération de Clouseau, aujourd'hui il y a la récupération de Samuel Fuller, mon grand pompe à la Cinémathèque à Paris. Et magnifique, hein, super, mais moi je suis le premier à applaudir. Mais alors que Fuller, il y a 10-15 ans, était traité de fasciste, de réactionnaire, comme Eastwood, qu'on a conspué Cronenberg, qu'on traitait de tous les noms, etc., il a fallu attendre faux semblant, en fait, pour que la critique française commence à daigner s'intéresser à ce cinéaste. Donc le rapport des cinéastes à la critique, il est parfois très très compliqué. Hein. C'est très compliqué. Parce qu'on peut être très très vite méprisé. C'est un peu comme toi quand on voit Calvaire ou Alléluia, mais en tout cas, si on prend simplement Calvaire, à sa sortie, et même dans les bouquins d'études de théoriciens, notamment anglais, on t'a mis dans le torture porn en fait. Et en gros, je trouve que... Oui, mais c'est une paresse. Oui, c'est pas rendre service au film que de le classer dans ce type de genre. Je trouve qu'il y a quand même un décalage beaucoup trop grand entre ce qu'on voit avec Saw, Hostel, ce qu'on a vu avec Saw, Hostel. J'ai été récupéré dans ce truc-là, alors que dans Calvaire, la violence, elle est psychologique et c'est une ambiance. C'est une ambiance en fait qui attaque les gens. La violence, elle est très peu démonstrative. Dans mon cinéma, la violence elle n'est pas forcément démonstrative. C'est des ambiances qui attaquent les gens. C'est des ambiances qui sont
à mon avis, et avec la perspective qui sont probablement un peu amorales, un peu à côté, un peu ambiguës, et qui dérangent profondément, les gens, ou certaines personnes en tout cas. Mais ça vient d'un choc que j'ai eu en adolescent, quand j'ai découvert Massacre à la tronçonneuse. En fait, Massacre à la tronçonneuse a changé mon rapport au monde, complètement. Parce que je voyais beaucoup de films d'horreur à l'époque, et quand j'ai vu Massacre à la tronçonneuse, en fait, j'ai dit, je me revois, j'étais en fièvre. Je me dis, mais quel grand film! Quel grand film, il faut être comme un pur film d'horreur. En même temps, c'est un film d'une poésie macabre absolument insensée. Beaucoup d'ironie aussi. Beaucoup d'ironie, c'est un film buñuelien. Moi, j'ai toujours pensé que, en découvrant plus tard Buñuel, je me suis dit, mais enfin, Massacre est un film buñuelien, complètement. C'est un film qui a une ironie dramatique incroyable. C'est un film qui est complètement sociétal, qui parle de l'Amérique à une certaine époque. Et puis, c'est un film qui crée un personnage absolument, un boogeyman absolument insensé. Et la présence des boogeyman dans le cinéma populaire est importante. On a toujours vu les boogeyman tout le temps. Et aujourd'hui, encore, on cherche des boogeyman, on cherche des personnages. Donc le cinéma a vraiment aussi cette volonté de catharsis, quoi, qui peut concentrer nos peurs, on peut faire... Il y a un rapport alchimique, quoi. On peut transformer nos peurs et nos démons et tout ça. Et effectivement, moi après, personnellement, dans le travail que je creuse, c'est-à-dire que l'ambiance est très importante dans le cinéma que je développe, donc l'ambiance, le trouble, mais aussi l'ambiguïté. Je déteste les donneurs de leçons, et il y en a de plus en plus autour de nous. L'époque est absolument édifiante aujourd'hui à ce niveau-là. Donc on nous fait la leçon tout le temps, on nous dit ce qu'il faut faire, ce qu'il faut voir, ce qu'il faut penser, avec qui il faut coucher, enfin, ça devient insensé. Et moi, malheureusement, je ne suis pas forcément de mon époque pour ça. Je continue à penser que la nature humaine est trouble, ambiguë, avec une vraie appétence au mal, et que ce qui m'intéresse finalement, au bout du compte, dans le travail que j'essaie d'articuler, c'est le rapport à l'existence. Donc le bien, le mal ne m'intéresse pas. En tout cas, il m'intéresse, mais il ne m'intéresse pas de manière, compacte, c'est-à-dire le bon ou le mauvais, c'est-à-dire que je pourrais avoir une attitude, même si je ne connais pas bien je découvre Spinoza et que je m'intéresse beaucoup, et que c'est parfois très compliqué à appréhender, à bien comprendre. Mais en fait, le rapport à la démonstration sur nos natures, sur ce que nous sommes, et ce que Spinoza peut en dire et comment il peut l'articuler me fascine et me questionne et m'interroge énormément. Mais donc, si tu veux, le truc c'est que s'il y a un cinéma que je revendique dans mon travail, et je le fais de manière très modeste, hein, mais je creuse et je le fais, de pierre en pierre, etc., c'est le modèle américain des années 70, donc c'est ce grand cinéma existentiel. Parce que le cinéma de Friedkin ou d'autres, les derniers films de Huston, ou même Eastwood, les grands films de Eastwood, aujourd'hui Eastwood malheureusement est un peu plus l'ombre que lui-même, mais encore une fois, les cinéastes peuvent se réinventer. Tu évoquais justement le côté dérangeant des films, et je trouve en tant que spectateur que ce sont des films, alors je peux parler ici de Calvaire, Vignane, surtout Vignane et aussi Alléluia, je trouve que ce sont des films très sensoriels, à la fois au niveau de l'image. Je reviendrai après sur l'utilisation du son, qui est pour moi vraiment fantastique dans tes films. Quels ont été les choix qui ont donné à Calvaire cette volonté d'avoir un grain? J'ai l'impression qu'il y a vraiment là, pour le conte, un parallèle adressé avec Massacre à la tronçonneuse. Je ne sais pas si c'était un choix volontaire. Oui, probablement inconscient. En tout cas, dans le cas de Calvaire. Voilà, le cas de Calvaire, c'est une différence parce que aujourd'hui, quand je veux travailler en pellicule, je continue à travailler en pellicule, c'est un choix, c'est un dogme, j'impose. Aujourd'hui, tout le monde me dit, mais t'es fou, il faut travailler en digital. Quand je fais Calvaire, c'était il y a 12 ans, les gens continuaient à tourner le digital, c'était complètement marginal, ça a émergé à peine, donc on travaillait en pellicule. Mais de toute façon, mon rapport à la pellicule, il est fétichiste. Personnellement, moi j'ai un rapport à la pellicule qui est fétichiste. Et puis, je pense que de toute façon, c'est une OPA commerciale et industrielle, le digital.
c'est moins bon. On peut me dire ce qu'on veut, on peut danser sur la tête. Je sais bien, moi, avec mon regard, qu'une image digitale et une image argentique, c'est pas la même chose. Les brillants sont pas pareils, les noirs sont pas suffisamment stables et les blancs sont pas suffisamment stables. Et on peut me danser sur la tête, on peut me faire croire. Roger Deakins a beau être acheté par Kodak pour dire partout que le digital c'est mieux, etc. Je n'y crois pas. Et faites venir Benoît de Villicy et d'autres grands chefs-op, ils vous diront exactement la même chose. Nous, on s'est fait entuber en beauté avec le numérique et le digital. Mais vraiment en beauté. Et la beauté d'un film, la modernité d'un film, il suffit de voir la modernité des derniers films de Huston. Qui sont faits caméra épaule et d'autres, hein, je ne sais pas parce que j'ai revu Fat City il n'y a pas longtemps, mais il suffit de voir la modernité de ça, c'est absolument invraisemblable. Les films sont d'une beauté absolument incroyable. Incroyable. Aujourd'hui, il y a la culture du moche, vraiment. Je pense qu'il y a envie dans un monde visuel où on est agressé par le lait partout. Partout, hein, on est agressé par le moche. La publicité, les bagnoles, il suffit de voir ce qu'on faisait dans les années 50. Les vêtements, les costumes, tout est moche. Les tables, ça c'est moche, tout est moche. Dans les années 50, c'était des bureaux, c'était des objets, tu vois, il y a une vraie culture du moche. Le moche a envahi nos vies, on est agressé par la publicité partout. Tout est blond, tout est dégueulasse, tout est sans aspérité, sans profondeur, sans sensualité en fait. C'est-à-dire, je prends souvent cet exemple-là, et c'est pas pour jouer au vieux con, parce que je suis pas vieux. Hein. Il suffit de voir, voilà, pour moi le basculement, on pourrait le réduire à la pornographie en fait. Le basculement, voilà, moi j'ai grandi dans un monde où il y avait une joyeuse adolescent, il y avait une joyeuse trivialité, c'est-à-dire que les films étaient tournés en 16 mm, parfois en 35 mm, c'était une utopie en fait. Alors bien sûr, il y avait des dégueulasseries, etc., mais il y avait des gens qui faisaient une certaine pornographie joyeusement triviale. Et aujourd'hui, c'est de l'abattage, quoi. C'est de l'abattage. C'est de l'abattage, et je ne veux pas moraliser mon propos, c'est de l'abattage, c'est horrible, c'est au secours si c'est ça. Et on voit comment les gamins se comportent par rapport à ça. Donc c'est juste dans la sensualité, en fait, dans le toucher, dans le regard, dans la beauté, dans la lumière de ce qui est expressif. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est en train de profondément dégénérer. Alors j'espère que ça changera. Mais parfois... Ce qui est justement, pour faire écho à ton propos, ce qui est paradoxal, c'est que tes détracteurs t'accusent justement de faire un cinéma crade, laid, mal soigné, enfin, pour ceux qui ne le voient pas en tant qu'œuvre. Hein. Donc c'est vraiment ici la contradiction qu'on pourrait t'opposer aussi, et de dire que finalement, il n'y a rien de beau chez toi. Mais oui, mais peut-être... Mais ils ont tort. Oui, tout à fait. Mais ils ont tort, je veux dire pourquoi, parce que certains de mes films n'ont pas vieilli, enfin, très peu. Et je ne considère pas que je sois tellement bon, mais je considère en tout cas que dans la photographie de certains de mes films, Calvert n'a pas pris une règle. Il est juste. Alors, après, on peut aimer, ne pas aimer, et machin. On peut dire que les ambiances sont poisseuses, que les ambiances sont horribles et te mettent mal à l'aise, etc. Mais c'est pas pour ça que ça en fait des trucs moches. Le moche, c'est Franck Dubosc, c'est Camping. Le moche. Non, mais j'ai rien contre Franck Dubosc, mais c'est les films. Ça, c'est moche. Ce sont des téléfilms de luxe, horribles. Alors, le cinéma industriel, comme ça, a toujours existé, c'est très bien qu'il existe. Mais pourquoi faire du moche sur moche tout le temps? Pourquoi tout doit être laid comme ça? Il suffit de voir un téléfilm sur n'importe quelle chaîne de télévision aujourd'hui, tu pleures, quoi. De France 3, tu vois un téléfilm, ils jouent tous comme des patates, c'est moche, il n'y a pas de profondeur, il y a des très jolies femmes, parfois des actrices magnifiques qui sont éclairées n'importe comment. Mais tu vois les actrices italiennes des années 50, comment elles sont éclairées? Ou alors les grandes actrices américaines des années 30, comment elles sont éclairées? Tu vois Marlène Dietrich dans un téléfilm de France 3 aujourd'hui? C'est catastrophique. On jouait là-dessus justement,
les studios, que ce soit Cinecittà ou la Warner, par exemple, jouaient sur cette... sûr. Mais pour ne pas te rassurer, moi j'ai beaucoup d'amis, sachant que je suis ici et que j'enseigne le cinéma, me disent Laurent, quelle est la différence entre un téléfilm et un film au cinéma aujourd'hui? Bah voilà, donc c'est que eux-mêmes en tant que spectateurs ne voient pas la... Non, c'est vraiment la ce qu'ils acceptent d'un film américain, parce qu'en fait les films américains, même les films lambda américains ou asiatiques, il y a une culture de l'image. Donc on comprend en fait, voilà, sur les films américains, on accepte que ce soit éclairé, qu'il y ait du contraste, qu'il y ait des noirs. On peut accepter ça. Alors sur un film français, il suffit de voir maintenant. Moi j'ai travaillé chez Éclair il n'y a pas longtemps, donc Éclair qui est la grande boîte française de post-production. Eh bien, il y a la nouvelle tendance des chefs opérateurs aujourd'hui sur les films majoritaires, hein, les films lambda français, c'est de ne plus éclairer. Ou alors on éclaire tout. Donc on éclaire tout, et après, c'est à l'étalonnage que l'étalonneur commence à mettre des masques pour commencer à faire du contraste sur l'image. Donc l'étalonnage, donc on réduit les temps de tournage, on les réduit parce que ça coûte cher, donc on les réduit. Les chefs-op éclairent n'importe comment, on s'en fout, tout est moche, c'est bien, joue une patate, c'est super, vas-y, très bien. Et après en post-production, l'étalonnage s'étiole. S'étiole et dure des semaines pour pouvoir mettre des masques et commencer à composer une image. Mais ça marche sur la tête. Au moins quand tu faisais du film, eh ben, t'exposais. Je pense que la lumière, c'est de la mise en scène. Oui. C'est de la mise en scène. Et il y a une trinité entre les comédiens, la lumière et les décors. Un bon décor, c'est une bonne lumière. Et une bonne lumière, c'est un bon décor. Donc tu as une espèce de trilogie autour de ça. Et c'est fondamental. Mais je ne sais pas pourquoi, aujourd'hui, les gens n'éclairent plus. Enfin, c'est quand même absolument incroyable. Pourquoi est-ce qu'il faut être aussi médiocre sur tout? Pourquoi? Ça sert à quoi, en fait? Moi, ça me rend dingue, hein, excusez-moi, ça me rend hystérique parfois. Pourquoi est-ce qu'il faut être médiocre sur tout? Pourquoi le geste doit être aussi vain? Là, je ne sais pas, c'est personnel, hein, je pense qu'il y a la réaction du public qui fait que finalement, les gens sont pour, s'ils vont toujours voir les films. Enfin, je pense qu'il y a une acceptation finalement, que ce soit à la limite, c'est pas nécessairement provoqué, mais le public est aussi responsable de ce qu'il va voir. Bien sûr. Donc, moi je parle souvent des films d'horreur, et beaucoup d'amis me disent que je les ennuie constamment en soirée pour qu'on passe des films d'horreur. Non, un film d'horreur c'est très peu pour moi, c'est pas possible. Et à partir du moment où ils ont le retour par rapport à l'explication, c'est fini, hein. On ne voit plus du tout le même film, et on va voir finalement les autres films qui avant faisaient peur. Donc il y a, je sais pas, il y a une éducation du public aussi, on en parlait avec les étudiants, pour éduquer aussi, je pense qu'il n'y a pas d'éducation. Dans un monde qui se veut, à la limite, entouré d'images, dans les pollutions grandissantes de l'image, il n'y a pas d'éducation à l'image. Déjà des gens qui savent lire, mais en face, ils ne savent pas lire non plus l'image. Je pense aussi qu'il y a une responsabilité dans tout ça qui fait que les œuvres comme les tiennes, ou des œuvres beaucoup plus ambitieuses, sont très mal reçues. Oui, mais enfin, après, le temps fait parfois change les données. Après, moi, je ne suis pas dans une pose d'artiste maudit où je me dis j'ai raison, ils ont tous tort, c'est pas ça du tout. Hein. Je pense que le cinéma populaire a toujours existé. Mais même dans, tu vois, les Charlots à l'époque, ou les films vraiment débiles de Claude Zidi à l'époque, eh bien, il y avait quand même quelque chose, en fait, ou même Les Gendarmes. Tu regardes les gros films populaires français, il y avait quelque chose, c'est des films d'ailleurs qui sont rediffusés. Le Cornio, ça c'est de la grande comédie, mais c'était des films qui étaient mis en scène, où il y avait un amour en fait du cinéma, il y avait un amour de l'artisanat du cinéma. Et souvent, moi je me bats, ou alors je suis peut-être un peu préoccupé par le cynisme de cette industrie, qui est une industrie cynique, qui a toujours été une industrie faite pour rapporter de l'argent, et c'est normal. Puis je parle même pas de moi en tant que cinéaste, là je parle de moi en tant que cinéphile. Moi, je suis d'abord cinéphile avant d'être cinéaste. Mais le cynisme, c'est quelque chose que je ne comprends pas, c'est un métier tellement fascinant, absolument incroyable. Pourquoi faut-il faire aussi bas de gamme, alors qu'avec pas grand-chose, on peut faire des choses quand même toujours un peu plus intéressantes. J'ai rien contre les téléfilms, j'ai rien contre les comédies populaires, rien, absolument rien. Mais quand ça devient cynique,
où c'est l'OPA où on prend un maximum de pognon et on sert de la soupe et de la merde et on se nourrit de la misère des gens, du désespoir des gens qui veulent être divertis. Moi je comprends que les gens ont envie d'être divertis, qu'ils n'aient pas forcément envie d'aller... Et puis quand on parle du cinéma des années 60, 70, c'est une autre époque. Moi, quand mes parents me disaient, mais tu sais, dans les petits villages espagnols, ou dans les petits villages italiens, ou portugais, ou français, machin, il y avait les films de Buñuel, il y avait les films de Bergman qui étaient à l'affiche. C'est impensable aujourd'hui. Donc c'est bien, c'est une époque qui est complètement terminée, ça. Les gens n'ont plus la même curiosité artistique, mais c'est des cycles, ça revient. Et puis c'est une période d'utopie, d'utopie sociale, donc forcément, les gens se confrontent à l'artistique autrement. Nous, on vit vraiment dans une époque où les gens, ils sont tellement accablés de partout que la majorité, ils veulent se divertir, et ils ont bien raison de vouloir se divertir. Mais c'est la soupe qu'on leur sert, qui parfois m'énerve un petit peu. Je trouve qu'il ne faut pas grand-chose pour faire des produits de qualité, quoi. Il ne faudrait pas grand-chose. Pour revenir à Calvert et sa mise en scène, je parlais tout à l'heure de l'importance à la fois de l'image et du son. Moi je trouve que c'est une composante du cinéma qu'on n'analyse pas beaucoup, le son. Généralement on a l'image, donc on ne voit pas nécessairement s'intéresser au son. Et même avec toute la gravité de ce que tu montres dans Calvert, moi je trouve qu'il y a à l'image quand même pas mal de suggestions. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Dans tes scènes de violence, alors, évidemment c'est graphique, et en même temps je trouve qu'il y a une distanciation de la suggestion. Ce que je ne retrouve pas nécessairement dans l'emploi du son, je trouve qu'il est très très violent le film. Est-ce que tu peux expliquer l'importance qu'a le son pour toi dans un film comme Calvert? Je pense à la scène finale où il y a vraiment dans la piste sonore, il y a un enchevêtrement entre les cris d'animaux, les cris humains, et cette scène est complètement folle par rapport au montage que tu pratiques aussi, et les angles de prise de vue, où tu abandonnes totalement ce que tu avais fait auparavant pour une plongée. Enfin, la scène est complètement filmée en plongée. C'est très brutal. Comment expliques-tu ton rapport avec le son, notamment dans cette séquence-là? C'était comme faire une espèce de symphonie de violence. L'idée, c'était ça. L'idée, c'était de composer quelque chose qui soit où les cris d'hommes et les cris d'animaux, les cris de porcs, les cris de tout ça, les déflagrations, tout ça s'entremêle, s'entrechoque dans une espèce de chaos barbare. Mais le chaos barbare, pour le chaos barbare, ne m'intéresse pas. Hein. Moi, ce qui m'intéresse d'abord, c'est... En fait, je ne fais pas des films d'horreur, je fais des films d'amour. Mais vraiment. Là, du point de vue thématique, on ne peut pas en douter. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Je ne m'intéresse qu'au couple, je ne m'intéresse qu'aux sentiments amoureux, à la passion amoureuse, à l'obsession amoureuse. C'est ce qui nous intéresse tous, en fait. À quoi bon, sinon? S'il n'y a pas d'amour, il n'y a rien. Donc, ça m'intéresse. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Par contre, c'est le basculement, c'est comment, d'un sentiment noble, ou impulsif, c'est là où l'émotion et l'impulsion, la pulsion, c'est cette dichotomie-là qui m'intéresse. À partir du moment où la pulsion prend le pas sur l'émotion, c'est très difficile. Même dans nos vies à nous, c'est compliqué. On est tous un peu logés à la même ancienne par rapport à ça. Et donc il y a là le terrain de l'amour, de la volonté amoureuse, le fait de vouloir vivre quelque chose qui nous remplit, qui nous magnifie, le fait de se sentir éminemment vivant, et puis le fait d'être attrapé aussi par une pulsion. Et ce qui fait de nous, des hommes, ce qui fait de nous des êtres ambigus, profondément ambigus. Est-ce que dans Calvaire, parce que j'ai l'impression que c'est, enfin, de mon point de vue, j'ai l'impression que c'est l'histoire d'une contamination en fait. Il y a une idée qu'on a finalement au départ des cellules positives, et au fur et à mesure qu'on avance dans l'espace du film, dans cette géographie-là, on a des cellules néfastes qui viennent s'agglomérer pour créer justement ce sentiment de mal-être en fait, qui est propre justement à l'amour dont tu décris les fonctions. Je voulais revenir simplement sur la bande-son aussi, parce que tu utilises dans Alléluia et dans Calvaire la chanson. Et est-ce qu'elle est utilisée ironiquement? Non. Alors, au départ, elle était utilisée, pour être tout à fait honnête, c'est-à-dire que
J'avais fait un court-métrage avant où j'avais utilisé une chanson de Marc Arian, donc c'est mes camarades Bâtard et Aubier de Pic-Pic de Panique au village qui m'avaient fait découvrir Marc Arian, qui est un chanteur arménien, belge, qui a vécu ici et qui a fait pas mal de chansons un peu à la limite de l'idiotie, mais en même temps où il y a une espèce de poétique. C'est pas mal ça pour le court-métrage. Et donc je voulais reprendre 2-3 trucs sur le court-métrage, mais au fond, aujourd'hui j'en suis revenu, c'est pas du tout quelque chose de... Dans Alléluia, en tout cas, il n'y avait pas d'ironie. Il n'y avait pas d'ironie du tout. La scène où elle chante, par exemple, c'est une expérimentation. En fait, c'est souvent des expérimentations. Mais dans le cas de Calvaire, c'était vraiment le chanteur qui chantait les chansons de Marc Arian. Est-ce que tu peux développer quand tu dis expérimentation? C'est au tournage ou Oui, c'est comme la scène de danse, par exemple, dans Calvaire, c'est-à-dire que j'essaie toujours d'expérimenter en fait sur un plateau. C'est-à-dire que le plateau pour moi est le moment où personnellement, en tant qu'être humain, je me sens le plus vivant. Donc j'ai un appétit de tournage qui est très puissant, qui multiplie mes forces en fait. Je ne suis pas du tout le même homme sur un plateau. Donc j'ai une énergie qui est décuplée, je ne dors pas, je vais très vite, je peux changer d'avis, je m'adapte énormément à beaucoup de choses. C'est comme des campagnes en fait. Je dois avoir ce côté-là un peu soldat comme ça. Voilà, j'ai l'impression de vivre quelque chose, d'être sur un champ de bataille. Donc ce champ de bataille, j'expérimente beaucoup. J'expérimente énormément. Et il y a des choses que je garde et que je ne garde pas. Mais quand, par exemple, la scène de danse, c'était une expérimentation. Donc j'avais une petite idée, mais on l'a expérimenté, ça marchait, ça devenait juste absolument incroyable. La scène de la chanson, c'est une expérimentation. Dans Alléluia, la scène du feu, c'est une expérimentation. En fait, j'aime bien me donner des défis comme ça et puis prendre un maximum de risques. Mais ça, de toute façon, c'est constituant de ma personnalité en tant que cinéaste, c'est que ne pas prendre de risques, c'est inconcevable. Je dois toujours avoir l'impression de danser sur un volcan. Ce qui me fait faire des sorties de route parfois spectaculaires, mais j'ai besoin en tout cas de me mettre en danger. Dès l'écriture du scénario, tu sais que pendant le tournage, il y aura des moments où... Oui, mais même au point de vue de production, alors ça m'a valu des tours, hein, ça m'a valu des grands problèmes parfois, mais donc aujourd'hui avec un peu plus d'expérience, je fais attention, j'essaie de faire attention, en tout cas d'être entouré, mais j'ai besoin en tout cas de créer une espèce de chaos autour de moi. Alors ça ne veut pas dire que je ne travaille pas en bonne harmonie avec les gens. Moi, j'ai plutôt les gens ont beaucoup de plaisir à travailler sur mes plateaux. Hein. Je ne suis pas un pervers narcissique comme d'autres. Je n'irai pas plus loin. Que je connais bien et qui ont des comportements parfois qui sont vraiment là pour le coup très troublants. Moi, je suis assez généreux, mais j'ai besoin de me mettre en danger. J'ai besoin de prendre des risques et de peut-être tout perdre. Ça me rend vivant, ça me rend profondément créatif. Quel est ton rapport justement avec l'utilisation que tu fais des corps dans tes films, qui sont souvent évidemment malmenés? Quelle est ta direction d'acteur par rapport à Laurent Lucas par exemple, aux acteurs principaux? Laurent, je le connais bien, on se connaît bien. Laurent est c'est un acteur prodigieux, c'est un acteur qui est toujours dans ses marques, c'est un acteur très technique, Laurent. Donc j'ai juste un super bolide, voilà, je dis juste un peu plus, un peu moins, un peu plus à gauche, un peu plus à droite, c'est tout. Après, Laurent, il a besoin de temps pour se mettre en... Puis il a cette opacité que j'aime beaucoup. C'est un acteur qui est fort en retenue, tu sais pas lire. Il y a un truc, il est comme s'il avait un masque. Ce qui a ses avantages et ses désavantages. Et comme souvent je le mets en face de volcans émotionnels, que ce soit Lola ou Jackie Berroyer dans Calvaire, voilà, il y a toujours une espèce de flottement sur les premières prises. Est-ce que l'idée de Calvaire, au départ, dans l'écriture du scénario, c'était vu comme quelque chose... Est-ce que c'est une fable? Oui, c'est un conte. Est-ce que cette fable t'a imposé le fait que j'ai l'impression que moi, le film est en dehors de la réalité, au niveau de ce que tu montres dans les paysages ardennais, et au niveau surtout de la communauté qui n'est composée que d'hommes. Il y a vraiment
comment dire, un mur entre ce que tu vas proposer dans Alléluia, qui je trouve est beaucoup plus en rapport avec la réalité, que ce qu'il y a dans Calvaire. Oui, mais je ne suis pas un réaliste, moi. Moi, je refuse le réalisme. Je pense que le réalisme doit s'ancrer... je pense que le métier du... Bon, alors le réalisme, aujourd'hui, il est partout. Surtout en cinéma francophone. C'est-à-dire que l'héritage de Piala est écrasant. Il ne permet pratiquement plus rien d'autre. On parle souvent de la nouvelle vague. Moi, je pense qu'il y a des choses formidables dans la nouvelle vague que j'adore profondément. Mais ce qui, à mon avis, conditionne encore le cinéma français moderne, c'est Piala. Piala, la France, le cinéma français ne se remet pas de Piala. Et donc nous assistons à des ressucés du cinéma de Piala, alors que Piala, pour moi, n'est pas un réaliste. Il s'ancre, il suffit de voir le Sous le soleil de Satan, ou d'autres films qui sont des films qui forcément s'ancrent dans un réalisme, mais qui tendent vers une abstraction. Et c'est ce qui fait chaque fois les grands films. Vous parliez des Dardennes. Non, pour moi, Rosetta, L'Enfant, La Promesse, on est dans un réalisme, mais à un moment donné, on bascule dans la conscience, on bascule dans l'abstraction, on bascule dans une espèce de méandre, de méandre même poétique. Donc, moi, je refuse complètement le réalisme. Je déteste le réalisme, parce que le réalisme aujourd'hui verse vraiment très très fort vers une sorte de moralisme, tu vois, que je n'aime pas du tout. Je pense même si j'aime certains de ses films, mais je pense au cinéma d'Emmanuel Berco, de Maïwenn, etc., qui sont pour moi du cinéma que je n'aime pas du tout, mais je ne me sens pas bien, j'aime pas voir ça, j'ai l'impression qu'on me fait la leçon, j'ai l'impression qu'on me dit quoi penser. Tu comprends? Mais ce n'est que personnel, hein, c'est pas très grave en fait, mais voilà, ça c'est mon sentiment. Donc moi j'essaie d'ancrer mes histoires dans un réalisme, mais en même temps, à un moment donné, de basculer très vite vers une réelle abstraction. Ce qui est intéressant pour venir à Alléluia et sa réalisation, je pense qu'un des choix pertinents, je trouve vraiment qui apporte beaucoup au film, c'est l'idée de décomposer le corps, et notamment par rapport à l'importance des pieds. Et là, je trouve que tu es vraiment en phase avec ce qu'ont montré Buñuel et Hitchcock, par exemple, qui étaient des fétichistes dans l'âme et qui se sont servis du cinéma pour assouvir finalement leurs besoins de... Oui, mais ça, voilà, tous les cinéastes sont un peu fétichistes, de toute façon. Ouais. Moi, je suis un peu fétichiste. Oui. Du pied, des pieds. Entre autres. Non, mais j'adore les pieds. En fait, les pieds, c'est fantastique. J'en parlais hier dans le moment. Non, il y a les pieds, il y a les chaussures. Oui. Mais c'est quand même quelque chose. Et les chaussures de femmes encore plus. C'est quand même assez extravagant. Je trouve que c'est un objet absolument insensé. Les chaussures de femmes, c'est pour moi magnifique. Mais je dois avoir un souvenir probablement un peu fiévreux des chaussures de ma mère ou de mes tantes ou des choses comme ça. Et c'est quelque chose que j'ai toujours... je ne suis pas un fétichiste hardcore non plus, hein, tout va bien, mais j'aime bien les chaussures, j'aime beaucoup les chaussures. De manière générale, je trouve l'objet magnifique, je trouve les pieds magnifiques, ou pas, mais c'est quelque chose que je regarde souvent. J'aime bien voir les pieds des gens. Je trouve que ça dit beaucoup sur les gens. C'est une zone intime, c'est une zone très très intime, très fragile, et qu'on expose facilement, hein, beaucoup plus facilement que certaines autres parties intimes de nos corps. Mais c'est, voilà, c'est... sur ce... Qu'on prenne Alléluia ou qu'on prenne Calvaire, il y a évidemment des scènes très graphiques, je pense notamment à la fin d'Alléluia, où Solange se fait massacrer à coups de hache. Là aussi, je trouve que le travail sur le son est très, pour le coup, réaliste, avec les expectorations qui font qu'on s'aperçoit qu'elle est très mal. Moi, je voulais savoir... c'est quelque chose qui me pose toujours problème, c'est-à-dire que je pense que graphiquement, il faut le montrer. Est-ce que toi, tu as une conscience de la souffrance des personnages à ce moment-là?
Oui. Est-ce que le fait de montrer... Parce qu'on pourrait dire c'est gratuit, en même temps je trouve qu'il y a beaucoup de films qui le montrent gratuitement, c'est pas ton cas. Je dis, est-ce que dans ta conscience et dans l'élaboration des plans, au niveau que ce soit sonore ou à l'image, est-ce qu'il y a une responsabilité de montrer, enfin de faire ressentir la violence, ressentir la souffrance, pardon, du personnage? Oui, alors je vais d'abord rebondir sur la violence gratuite. C'est quelque chose que j'entends depuis tout le temps. On me dit, oh, mais c'est de la violence gratuite, c'est de la violence gratuite. Est-ce qu'on dit que c'est du rire gratuit, ou est-ce qu'on dit c'est de l'amour gratuit? Est-ce qu'on dit... Je pense qu'un rire provient de quelque chose, comme le sentiment amoureux. Et la violence, elle provient de quelque chose. La violence, pour moi, elle est recevable que si c'est la finalité de quelque chose. Mais une violence qui tombe comme ça, idiote, tu vois, alors là, ça c'est n'importe quel slasher à la con, tu vois, décérébré, où c'est un spectacle grand guignol de violence. Et là, très franchement, j'en suis plus là. J'ai aimé ça à un moment donné, mais moi, je m'en fous complètement. De voir des corps mutilés, ça m'intéresse même plus une seconde. Et c'est plus le même cinéma, hein. Non. C'est pas du tout la même chose. Non, mais tu vois, la gratuité, en fait, je ne sais pas ce que c'est. C'est-à-dire, pour moi, c'est en tout cas dans la violence que tu évoques ici dans Alléluia, c'est le meurtre de Solange. C'est effectivement, il y a le meurtre de cette femme qu'on assassine absolument de manière épouvantable. Mais c'est pas là l'enjeu. L'enjeu, c'est cette espèce de folie, de la tuerie de cette femme qui oblige son mec à tuer une femme qu'il a baisée dans son dos. Et lui dit, tu peux la baiser, tu peux la tuer. Phrase forte, là. Mais qui est absolument insensée. Et quand on connaît le parcours, parce qu'on arrive à la finalité du film, quand on connaît le parcours de ce couple de pervers polymorphes, complètement enfantins, complètement égoïstes et complètement incandescents, parce que c'est une union folle, c'est une union monstre. Et là, Lola le fait, enfin, à mon avis, l'incarne avec une grande puissance. Et quand elle dit ça, tu peux la baiser, tu peux la tuer, tu l'as, c'est là que ça se joue. Et effectivement, cette femme, Solange, prend des coups de hache, bien sûr, mais c'est la conséquence. C'est presque quelque chose qui est... Alors je le montre parce que elle s'en repaît, Gloria, je pense, elle s'en réjouit pour reprendre le contrôle sur son œuvre. C'est là que ça joue, la scène se joue là, elle se joue parce que c'est une reprise de possession. Fonction voyeuriste. Voilà, c'est-à-dire qu'elle n'est plus dans la boucle, elle a l'impression d'être trompée, c'est une femme trompée, c'est une femme qu'on drogue, c'est une femme qui est à côté, et elle reprend possession d'elle-même et de son couple. Mais avec une puissance, une folie meurtrière qui est démesurée. Mais encore une fois, je peux comprendre ce schéma-là. Ce schéma-là s'articule comme ça. Ce n'est pas un meurtre gratuit d'une femme dans une grange, tu vois, qu'on tue à coups de hache. C'est pas ça. Et quand les gens me font « Oh, c'est pas toi, hein, mais oh, quelle violence !» ou de temps en temps, il y a des avant-premières, je vois des gens qui sortent complètement outrés, etc., et qui m'insultent. Qui m'insultent, vraiment, comme s'ils m'auraient montré. Alors que la violence de ce qu'on voit à la télé, ils peuvent bouffer de la violence de merde, indigeste, tu vois. Mais quand c'est une violence qui est incarnée, qui s'incarne, là, ça pose problème. Et là, je suis content. Moi, je pense qu'il ne comprend pas, en fait. C'est pour ça que je te posais la question de savoir ce qu'il y a. Là, moi, je pense qu'on ressent dans le personnage de Solange, je trouve que même si c'est très court, on ressent la souffrance. Parce qu'il faut peut-être avoir souffert pour savoir ce que c'est. Mais je pense que c'est ça. La gratuité, même si c'est un terme un peu galvaudé dans son utilisation, je pense que ça joue, mais il n'y a pas la souffrance. Ça, je trouvais le film de Bergman qui est Chuchotement, je trouve que c'est un des plus beaux films sur la souffrance. Il ne faut pas un film d'horreur pour voir quelqu'un souffrir, pour regarder. Bergman, c'est un cinéaste, il fait des films d'horreur, Bergman. Oui, c'est ça, oui, je suis tout à fait d'accord. Sur l'âme humaine, sur la condition humaine, sur le couple, il y a pas. C'est le plus grand. Sur le couple, c'est le plus grand. C'est incroyable. Je suis terrorisé quand je vois les films de. J'adore. J'ai une passion pour Bergman, et c'est chaque fois terrorisant. Enfin, ces films, ils sont glaçants, quoi, sur notre condition. Mais
C'est pas qu'un constat écran témoin, tu vois. C'est ça, c'est que c'est pas un... Moi, en fait, c'est ça. Je suis vraiment en opposition à tous ces cinéastes écran témoin. Aujourd'hui, nous allons, avec ce film-là, débattre du sujet de l'avortement, ou de ceci ou de cela. Voici un beau film, alors t'as le pour, t'as le contre, et après on discute. Mais ça, c'est la merde pour moi. Excusez-moi, hein. Ça, pour moi, ce n'est pas recevable. Ce n'est pas le métier d'un cinéaste. Nous devons être des poètes de l'absurde, des poètes du réel, des poètes du mal, du bien, du comique, mais nous devons être des poètes. Et tous les grands cinéastes sont avant tout des poètes. Donc Bergman, il parle de la condition des hommes de manière absolument insensée, mais avec quelle poésie, quoi. Parce que c'est un grand cinéaste, c'est un grand dramaturge, et il y en a d'autres. Et des exemples comme ça, je pense que les cinéastes qui durent ne sont que des poètes. Sinon c'est absurde, sinon c'est des réalistes chiants qui font de la morale. C'est des curés, en fait. C'est des curés. Et des curés, il y en a plein de nos jours. Hein. Plein. Mais c'est symptomatique parce que même avec les étudiants, ils ont plus tendance à travailler sur le contenu du film, que sur le contenant. Oui. Et c'est nous, en tout cas dans l'enseignement, on doit leur montrer que justement c'est le contenant qui va discipliner le contenu et à chaque fois retravailler juste une dernière question au niveau de ces scènes, quand même, parce que c'est quand même ce qui fait vraiment de loin la spécificité de ton cinéma, mais si toi tu expliques évidemment que c'est un cheminement qui amène à ces scènes-là. Quel est ton rapport avec la production quand tu choisis de montrer? Est-ce qu'il y a une difficulté pour montrer le film après Ouais, je me facilite pas la vie. C'est-à-dire que, effectivement, si Alléluia avait été moins sanguinolent ou peut-être un poil plus lisse, en tout cas dans le contexte. Aujourd'hui, je pense qu'il sortirait plus facilement. Parce que je pense que tu vois, comme je t'ai dit, il y a le cinéma de genre, entre guillemets, genre français, renaît un peu de ses cendres, donc il est beaucoup plus diffusé. Alors c'est plus facile aujourd'hui, paradoxalement, pour les jeunes femmes de faire du genre. Il y a vraiment un appétit pour ça. Le monde est en train et tant mieux, hein, d'être secoué. C'est sûr que Roman Polanski qui fait un Rape and Revenge aujourd'hui, c'est un peu moins chic qu'une jeune qui sort de la féminisme. Donc voilà, il y a une place à prendre sur le cinéma de genre, en tout cas. Mais je ne sais plus quelle était la question. par rapport au contexte de production. Ah oui, non mais voilà, écoute, c'est comme ça. La production, c'est toujours... Si tu commences à te censurer... Et puis aujourd'hui, de toute façon, la salle est en train de crever. Et elle va décliner encore plus. Elle restera, hein, mais donc les films se diffusent autrement. Moi, je vois d'un œil vraiment très, très positif en fait l'arrivée d'Amazon, de Netflix. Je vois tous les gardiens du temple et les gardiens de la morale de nouveau en faire oh. Et de toute façon, c'est un mastodonte qui va arriver. Autant s'en servir et faire quelque chose de bien avec ça. Donc les films ont plusieurs vies. Tu vois, par exemple, Alléluia a été très très peu diffusé en salle parce que effectivement c'est compliqué, les exploitants font la loi, tu vois, donc les exploitants c'est vraiment le genre de film qu'ils veulent écarter. Mais voilà, après ils se baladent énormément sur les streams, tu vois, enfin, ça marche bien et partout dans le monde, donc voilà. On vit une époque passionnante hein, pour le cinéma. C'est vraiment une époque de charnière, de basculement complet. C'est passionnant. Et je pense que, je suis convaincu que les créateurs vont reprendre beaucoup de puissance. Ils vont reprendre le contrôle. Moi, je me réjouis de voir ces exploitants perdre le contrôle sur les films. Parce que c'est eux qui font... C'est même plus les producteurs. Hein. Les producteurs, ils font ce qu'ils peuvent. Mais les exploitants, c'est les pires. C'est les exploitants le mal absolu du cinéma. Non, mais c'est eux qui nous emmerdent avec des 300 salles, tu vois, où ils nous mettent toujours les mêmes films débiles avec ces affiches de merde. Tu vois, non, mais c'est ça. Alors, pour parler d'un troisième film que tu as réalisé entre Calvaire et Alléluia, c'est le fameux Vignane que tu as tourné en anglais, en langue anglaise. Quel est le rapport que tu établis ici entre une géographie martyrisée, c'est-à-dire l'après-tsunami,
et les conditions du corps au cinéma qui sont aussi meurtrières. Est-ce qu'il y a un rapport entre le choix d'avoir fait cette histoire là-bas en Asie et l'histoire que tu voulais raconter? Oui, il y a un rapport. C'est-à-dire que j'avais envie de grande aventure. J'avais envie de vivre une aventure folle de cinéma. Et je pense que le tsunami, le fait d'avoir été... je travaillais sur un remake à l'époque d'un film espagnol qu'on n'a pas pu choper les droits. Et je voulais garder en fait une thématique. Donc, pas l'enfant perdu, mais en tout cas un truc par rapport à l'enfance, la quête d'enfant. Et un jour, il y a juste mon producteur, je crois, qui m'a dit je vais t'envoyer en Thaïlande. Le couple, on n'avait pas les droits, donc on a pensé à faire le film autrement. Il m'a dit je t'envoie en Thaïlande, c'était 6 mois après le tsunami. Et va te balader un peu là-bas. Et je suis parti une dizaine de jours, je suis parti me balader. Et j'ai écrit en fait le film pratiquement là-bas. Et c'était fascinant, c'était vraiment fascinant. Ce pays, ces plages dévastées. Et puis je suis reparti un an après, où la vie avait repris le pas, quoi. Les hôtels étaient de nouveau là, le tourisme était de nouveau là, etc. Puis j'ai passé un an en Thaïlande, donc j'ai beaucoup avec les Thaïlandais, parce que le film se tournait avec les Thaïlandais, et donc le rapport au monde, aux croyances, le rapport aux morts, aux fantômes, tout ça m'a assez fasciné. Ils sont persuadés que les fantômes sont là, donc les gens ils vivent avec des fantômes, ils vivent avec des entités, ils parlent, ils les voient, ils leur donnent à manger. C'est quand même très, très, très fascinant. Et donc plonger en fait d'un couple d'étrangers. En fait, c'est toujours ça, c'est plonger un corps étranger dans un environnement hostile. C'est ce que j'adore le plus. Et voir comment le corps étranger se démerde dans cet univers hostile. Ton chef opérateur, Benoît Deby, avait, dans une interview, après la lecture du scénario, avait peur que, esthétiquement, le film ressemble à une publicité pour bain de douche. Et vous avez travaillé cet apport qui est fantastique et dont tu parlais au début de la masterclass, qui est la lumière. Le travail est fantastique sur la lumière dans Vignane. Quel est le lien avec l'histoire ? Est-ce que c'est finalement l'amour qui va à un certain moment rendre aveugle Emmanuelle Béard, parce qu'elle veut à tout prix retrouver cet enfant? Est-ce qu'il y a une corrélation à faire entre ça et l'utilisation de la lumière dans le cadre? Écoute, pour être tout à fait honnête, je pense que c'est un film maladroit, mais que j'aime profondément, avec des dogmes. C'est-à-dire que, encore une fois, par rapport à ce que je te disais tout à l'heure, c'est que je peux être un peu dogmatique et un peu têtu sur certains trucs. Et donc là, j'ai été un peu têtu sur le fait de ne pas rentrer en empathie avec le couple, de rester à distance avec le couple. Aujourd'hui, je le referai tout à fait différemment. Avec la même volonté, avec le même cheminement. Mais pour moi, ça a toujours été un film de fantôme à l'envers. C'est-à-dire que ce sont des vivants qui remontent dans le pays des morts pour aller chercher un enfant. Et il y en a un qui reste en bordure de chemin et l'autre qui bascule complètement. Donc on est dans un espace mental, l'espace mental de cette femme. Et en même temps, son espace mental s'étiole à tout, quoi. Contamine tout. C'est encore un film de contamination, c'est un film qui contamine tout. Mon seul regret, c'est d'avoir été si distant avec le couple au début. J'aurais dû le faire probablement autrement. J'étais obsédé par la forme. C'était une autre époque, j'étais vraiment obsédé que par la forme. Et je pense que c'est un film qui est mon film le plus sensitif, sensoriel. Et aujourd'hui, je veux vraiment le chemin inverse. C'est-à-dire que je veux vraiment être dans l'histoire, dans les personnages, dans la dramaturgie, dans l'émotion. C'est ce que je cherche aujourd'hui, très très fortement. Et c'est ce que je vais essayer d'appliquer avec Adoration, que je tourne cet été. Et qui clôt en fait cette trilogie autour de l'amour fou et des Ardennes. Mais Vignane est une expérience assez incroyable, mais peut-être un peu trop cérébrale pour le coup. Avec une beauté plastique indéniable. Hein. J'ai pas vu le film, mais je sais que Benoît est un génie de la photo, je pèse mes mots. Mais on a travaillé, voilà, on était vraiment obsédés par la forme, par le défi technique, et parfois un peu aux dépens des comédiens.
C'est pour ça que tu as dit dans un entretien que sur Alléluia, tu avais beaucoup plus travaillé l'écriture au niveau des comédiens, parce que tu étais sorti de Vignane un petit peu, je dirais, désenchanté de ça. Bah, j'étais profondément désenchanté de l'accueil, c'est-à-dire que comme Calvert avait fait son petit buzz à l'époque, etc., les gens m'attendaient un peu comme un nouveau réalisateur à suivre du cinéma d'horreur. Mais moi, l'horreur, je m'en fous. Je m'en tape complètement, le cinéma d'horreur. Et j'ai toujours des gothiques qui viennent et qui me disent « Ouais, le cinéma d'horreur ». Moi, je m'en tape du cinéma d'horreur. Je m'en fous complètement. J'aime bien, mais moi, si c'est pas incarné, si c'est pas investi, tu vois, je suis pas du tout... je suis pas un malade en fait, ce qui m'intéresse, c'est les univers, ce sont les regards, ce sont les cinéastes qui m'intéressent, mais l'horreur pour l'horreur, on tape complètement. Donc les gens m'attendaient comme j'allais faire un film commercial qui allait marcher d'horreur, et j'ai été dans tout l'inverse. J'ai fait un film expérimental, et un peu trop expérimental, donc puis avec une star française qui était un peu sur le déclin à un moment, où les Français en avaient marre de la voir, etc. Alors que c'est une femme exceptionnelle, Emmanuelle. Mais voilà, je pense que le film a été pénalisé pour ça. Alors aujourd'hui, on nous parle de plus en plus du film, hein, surtout les jeunes gens découvrent le film et m'en parlent, et j'en suis très heureux parce que c'est une aventure qui a été vraiment absolument incroyable pour moi à vivre et pour toute l'équipe. Et c'est un film pour lequel j'ai beaucoup d'amour pour ce film. Mais j'en vois les limites, je vois ce que j'ai appris énormément, je vois ce que j'aurais pu faire, ce que j'aurais dû faire, tout ça. Mais donc voilà, en fait aujourd'hui c'est tout l'inverse, c'est-à-dire que mais le chemin reste le même. C'est l'histoire d'une contamination et une histoire de couple qui s'étiole complètement, avec au centre un enfant disparu. Et comment tu vis avec le deuil, comment tu vis avec ce deuil et ce que tu fais du deuil. Et je suis content qu'on puisse l'expliquer ici parce qu'on voit justement, en dehors de tout cet aspect esthétique, gore ou classifié horreur, que tu as une thématique, et je pense que chez l'auteur, chez le cinéaste, le poète, comme tu dis, c'est ça qui est privilégié. C'est-à-dire que Vignane ne se démarque pas nécessairement si, esthétiquement, oui, comme tu le dis, mais je pense que sur la thématique, il prolonge tout à fait ce que tu as... C'est une thématique, de toute façon, je pense que là, pourtant, j'ai pas de complaisance par rapport à moi-même, hein, très franchement, et puis surtout, je ne suis pas auto-centré sur les thématiques. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand tu fais quelques films, tu vois forcément, rétrospectivement, que y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et qui reviennent. Ça revient. Mais je fais les choses de manière très spontanée. En fait, c'est mon rapport aux personnages a changé. Aujourd'hui, les personnages doivent être incarnés. J'ai longtemps pensé que je ne devais pas incarner les personnages, que je voulais rester dans une espèce de distance et d'opacité. C'est une connerie. C'est une connerie. C'est bête comme cul. C'est bête comme chou. Parce que ce qui nous intéresse au cinéma, ce sont les personnages. C'est pas du tout bête, parce que dans la thèse sur laquelle je travaille, je démontre en fait que dans le slasher, mais la fin du cycle, hein, on est plus dans les années, milieu des années 80, qu'en fait on part d'œuvres très intéressantes et que finalement à la fin, ce qui devient la thématique pure de ces films-là, c'est la représentation de la mort. C'est-à-dire qu'on n'a plus des personnages, on a des corps. Et les personnages du film, le personnage central du film, c'est le meurtre et le mort, et comment il est mis. Et plus on en a, pour les vendredis 13, c'est le fameux body count, plus on en a, mieux c'est. Donc on oublie totalement le jeu avec l'acteur. L'acteur n'est plus là pour jouer un personnage, il est là pour être assassiné, pour être, en tout cas, faire partie de cette liste des morts. Moi, je voudrais juste revenir sur la raison pour laquelle, alors tu ne l'as pas fait, mais tu as parlé d'un remake qui devait se faire avant Vignane, qui était un remake du film de Narciso Ibáñez Serrador, tourné en 73, 74, je pense, les Rescapés en 2000. Pourquoi ce film? Parce que c'est intéressant de savoir pourquoi ça, c'est vraiment une discussion qu'on a eue. Tu vois, c'était après Calvert, donc j'étais un peu courtisé par différents producteurs qui voulaient me faire forcément un film d'horreur un peu raunchy, quoi. Et donc ils me parlaient de trucs, et à un moment donné, ils me disent, il y en a un qui me dit tu connais ce film, Les Révoltés de l'an 2000? Je dis, ah ouais, bien sûr, je connais, j'adore. Essayons de faire un remake. Et je dis, ah super. J'adorais la thématique, je me souvenais du film, c'est un film que je connais bien, Serrador, La Résidence, qui est un film admirable, qui a énormément influencé Argento, etc. Pour Suspiria d'ailleurs. Et Les Révoltés de l'an 2000, qui est un titre idiot, le titre idiot français.
mais je voyais bien ce que c'était. Et donc c'était l'histoire d'un couple qui arrivait sur une île en Espagne, un couple qui traversait une crise et qui arrivait en Espagne, et sur une petite île, les enfants avaient pris le pouvoir et traquaient le couple. Et je trouvais l'idée fascinante d'en faire un remake aujourd'hui. Mais le problème, ce sont les droits. Les droits c'était très compliqué parce que c'est adapté d'une nouvelle de Juan Plans, et Serrador et Plans ont écrit le scénario. Et à la suite du succès du film, donc, qui a très très bien marché en Italie et en Espagne dans les années 80 ou 70, ils se sont du convenable, et qui sont forcément intéressants à cause de ça. Et ça, je me réjouis quand je vois des films comme ça encore en salle. Surtout qu'ils sont sortis en grande pompe, etc. Et puis qui sont démontés par la critique. Pour terminer, parce qu'on arrive à la fin, est-ce qu'il y a des questions? Parce que j'ai monopolisé la parole, mais s'il y a des questions dans la salle, Fabrice. Pas personne. Personne. Bon, ben merci bien. Mais bon, je voudrais terminer par le futur. Je sais que c'est difficile d'en parler, mais comment envisages-tu cette suite de carrière? Je sais que d'abord le but c'est de faire des films, comme tu as dit, c'est viscéral, c'est ce que tout réalisateur recherche. Si la possibilité est là, comment tu te vois évoluer au niveau du cinéma? Est-ce que tu as des projections possibles, des envies peut-être de tourner avec quelqu'un, des sujets particuliers? Non, en tout cas, suite à mon expérience américaine, qui a plutôt été une bonne expérience en général. C'est-à-dire que la perte de contrôle et c'est la deuxième fois que ça m'arrive, donc quand je fais des films de commande, je perds parfois le contrôle, et c'est normal. C'est pas mes scénarios, c'est pas mes films, mais je perds le contrôle. J'ai compris quel metteur en scène j'étais, en fait. Donc je dois parfois mesurer mon ambition, parce que j'adore les grands tournages, les grandes équipes, j'adore les grandes campagnes, en fait. J'adore ça. Mais je ne pense pas que ce soit pour moi. En fait, j'ai besoin de contrôle. Donc là, j'ai 2 projets écrits, dont un qui va se tourner cet été et l'autre que je vais probablement enchaîner, qui sont des projets modestes, mais avec une ambition artistique assez folle. Et je vais aller au bout de ça et puis on verra bien. Mais si je refais en tout cas un film de commande à l'autre bout du monde, ce que j'adore, j'adore partir à l'autre bout du monde, faire un film de commande. Je veux plus de contrôle, parce que ça me rend trop malheureux. Ça me rend trop malheureux de me faire dégager, qu'on monte dans mon dos, tu vois. Puis les problèmes, en fait, sont trop nombreux. Donc aux États-Unis, si je retourne, c'est pour Netflix ou pour Amazon, parce que là, il y a un intermédiaire. Il n'y a plus, comme tu vois, aujourd'hui dans les studios, il y a trop de gens, quoi. C'est n'importe quoi. Ils sont là avec leurs notes, ils font des notes et des notes, et puis tu perds. On est là que pour la mise en scène. Oui. Ok, bien. Moi j'ai fait le tour. On pourra encore parler très longtemps. S'il n'y a pas de questions, on peut en rester là. Non, pas de questions. Il n'y a pas de questions? Je voulais quand même vous demander. C'est plutôt personnel, mais genre vos gros coups de cœur des dernières années du cinéma de l'horreur. Eh bien, mon gros coup de cœur, j'ai vu Jusqu'à la garde, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce film, qui est un film vraiment remarquable. Et il y a un autre film qui est à l'affiche aujourd'hui, qui est le film d'Emmanuel Finkiel, qui s'appelle La douleur, qui est absolument prodigieux en mise en scène. Grand film, grand film, vraiment. Grande adaptation, retranscription du Paris occupé qui est incroyable, avec une économie de moyens folle. Le travail sur les flous, le dédoublement est incroyable. L'adaptation de Duras, et puis quelle interprétation, quoi, ils sont tous... Le film est insensé. Vraiment, je vous le conseille. C'est pas un film d'horreur, là, pour le coup, mais Jusqu'à la garde démarre une chronique sociale qui bascule vraiment dans l'horreur et qui emprunte vraiment au meilleur, quoi, au plus grand. C'est très très fort. Il y a 2 grands films français, là, pour l'instant, à l'affiche.
Ok. Ce qui est rare. Ce que je me demande, c'est parce que justement, là, on voit quand même, allez, par exemple, Nagrave, qui est quand même mis sur un certain piédestal, reçoit deux Magritte, 8 ou 6 nominations César. Voilà, je sais pas comment vous voyez ça d'un œil. Super. C'est parce que ça devient un peu trop mainstream, alors c'est parce que justement, c'est une niche, on commence à creuser. Non, c'est très bien. Je pense que voilà, à l'époque de Calvert, ça aurait été impensable. Ouais, voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, aussi parce que je pense que Julia est une réalisatrice qui a fait la Fémis, et comme en France, il y a énormément d'obédience, etc., etc. Après, c'est une question de réseau, mais c'est hype. Aujourd'hui, le cinéma de genre fait par des femmes, c'est super tendance. Donc, n'hésitez pas, allez-y. Hein. Franchement, il faut tourner. C'est super. Moi, je me réjouis en tout cas de voir du cinéma de genre au César. C'est historique. Ouais, voilà, c'est surtout ça. C'est historique, c'est un cinéma. Alors après, il y a le débat, il y a les puristes qui disent ouais, mais c'est pas vraiment un film de genre, etc. Pour moi, ça reste un film d'horreur, ça reste une vision en tout cas, puis c'est surtout la naissance d'une cinéaste. Il faut voir un peu comment Julia va évoluer, mais moi je me réjouis vraiment de voir. Oscar, quand je veux dire, les gens qui critiquent dans le mauvais sens, on ne l'avait pas vu, c'est pas possible. Les courts-métrages étaient déjà très bons. Oui, super. Et puis surtout, c'est formidable de voir ça dans les institutions. Ouais, voilà, que ça soit vraiment porté au niveau de l'institution. Et ça, c'est. Maintenant, le César, il faut une opération séduction cette année, parce qu'il y a clairement. aussi le prix du public, il n'avait jamais... Je pense qu'ils ne veulent pas rester en vase clos, parce qu'ils pensent que ça va être condamné, donc... Maintenant, voilà, entendu aussi que... Oui, c'est ça. Maintenant, est-ce qu'il aura le César? Il aura peut-être le César de premier film, mais je suis assez curieux, parce que les prix Lumière sont tombés et elle n'a rien pris. De toute façon, ces trucs-là, franchement, c'est débile. Hein. Vraiment débile, on s'en fout complètement. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est un peu comme Moonlight aux Oscars. C'est comment un film black remporte le prix du meilleur film. Et Vince, clairement. Et Vince et les autres. Donc il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ouais. Et puis ça devient même politiquement correct de voter pour un film de genre fait par une femme. Je t'assure que Grave aurait été fait par Jean-Claude Brissot, on ne parlerait pas de Et aussi Grave. la thématique qui fait qu'il y a quelque chose qui a bougé. Oui. C'est sûr que c'est pas porté de la même manière. Non. Donc il y a vraiment un boulevard aujourd'hui pour le genre et surtout pour les femmes qui font du cinéma. Parce qu'il y a même des... Je pense qu'aujourd'hui, dans les commissions, j'ai entendu ça, c'est qu'entre un homme et une femme, on prend une femme. Vraiment. Donc, sachez-le, mesdames. Bon, ben merci de votre attention pendant cette 7h30. Merci à toi. Merci.